Salam tout le monde. La semaine dernière, je vous ai exposé 5 scénarios ultra pessimistes, 5 situations dans lesquelles Bitcoin pourrait en théorie échouer. Des scénarios dérangeants, parfois difficiles à entendre, mais nécessaires à explorer si on cherche vraiment à comprendre. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'arrête sur l'un d'entre eux en particulier, probablement le plus inquiétant et aussi le plus mal compris. Un scénario qui fait énormément réagir en ce moment, qui circule massivement sur les réseaux et qui soulève une question simple, mais fondamentale. Et si Bitcoin pouvait être cassé, non pas par des humains, mais par une technologie encore en train de naître? Et si l'une des grandes menaces contre Bitcoin ne venait ni des États, ni des banques, ni des régulations, mais d'un ordinateur qui n'existe pas encore vraiment? Depuis quelques années, un mot revient de plus en plus souvent dans les discussions techniques, et même dans les médias: l'informatique quantique. Certains affirment que cette technologie pourrait un jour casser Bitcoin. D'autres disent que c'est une peur exagérée. Alors, qui a raison? Est-ce que Bitcoin est réellement en danger? Ou est-ce qu'on a en face de nous une inquiétude qui est mal comprise? Et surtout, si danger il y a, est-ce que Bitcoin est condamné ou est-ce qu'il peut s'adapter? Avant d'aller plus loin, si vous souhaitez approfondir cette réflexion sur Bitcoin, sur la monnaie et le lien de tout cela avec l'islam, eh bien, je vous invite à découvrir mon livre qui s'appelle Bitcoin est-il obligatoire en islam? C'est un livre très court qui fait une soixantaine de pages, qui se lit très rapidement et qui vous donnera une compréhension globale, déjà très solide, de la monnaie en islam et du rapport de Bitcoin avec tous ces sujets-là. Je vous laisse le dire et venir me dire ensuite dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Bon, maintenant, allons-y pour l'informatique quantique et essayons d'abord d'expliquer ce que c'est que simplement. Pour comprendre le problème, il faut d'abord comprendre l'outil. Aujourd'hui, tous les ordinateurs que nous utilisons fonctionnent de la même manière. Ils utilisent ce qu'on appelle des bits. Un bit, c'est soit un 0, soit un 1. Toute l'informatique classique repose sur cette logique. Mais l'informatique quantique, elle, fonctionne autrement. Elle utilise ce qu'on appelle des qubits. Un qubit peut être soit un 0, soit un 1, ou alors même les deux en même temps. C'est ce qu'on appelle la superposition. Dit comme ça paraît abstrait, mais concrètement, ça signifie que certaines opérations mathématiques peuvent être explorées d'une manière complètement différente. Un ordinateur classique doit tester une solution après l'autre. Un ordinateur quantique, quant à lui, peut explorer certaines structures mathématiques de manière parallèle, dans des cas très précis. Attention, une chose importante, un ordinateur quantique n'est pas meilleur pour tout, mais pour certains problèmes, notamment en cryptographie, il pourrait devenir extrêmement puissant. Et c'est là que le sujet devient sérieux. Aujourd'hui, les ordinateurs quantiques existent déjà, depuis même assez longtemps en vérité, mais ils sont encore très loin d'être capables de casser Bitcoin. Ils sont encore instables, les qubits font des erreurs, ils perdent leur état de superposition. Pour atteindre un niveau critique, il faudrait des milliers, voire des millions de qubits stables, corrigés, capables de fonctionner longtemps. Et aujourd'hui, on en est encore très loin. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut ignorer le sujet. Les projections les plus sérieuses parlent d'un horizon de 10 à 20 ans avant de voir arriver de manière régulière des ordinateurs quantiques très stables et très performants. Ce sera peut-être plus tôt, ce sera peut-être plus tard, mais une chose est sûre, ce n'est pas un problème d'aujourd'hui, c'est un problème du futur, mais d'un futur très crédible. Bitcoin repose sur plusieurs mécanismes de sécurité, mais celui qui nous intéresse ici, c'est la cryptographie des signatures. Pour dépenser du Bitcoin, il faut prouver que l'on possède sa clé privée, et cette clé privée est liée à une clé publique. Aujourd'hui, avec les ordinateurs classiques, il est pratiquement impossible de retrouver la clé privée à partir de la clé publique d'une personne. Mais un ordinateur quantique, qui serait suffisamment puissant, pourrait, en théorie, parvenir à retrouver la clé privée à partir d'une clé publique. Et là, le problème devient sérieux. Mais attention, il faut nuancer. Toutes les adresses Bitcoin ne sont pas exposées de la même manière. Le vrai danger serait le suivant. Un ordinateur quantique apparaît et il devient capable de casser des clés pour découvrir les clés privées avant que le réseau Bitcoin n'ait eu le temps de s'adapter, de se préparer. Donc non, Bitcoin n'est pas cassé. À l'heure actuelle, Bitcoin ne craint rien. Mais oui, il existe dans un risque futur, dans un futur conditionnel, mais réel, la possibilité qu'un jour un ordinateur quantique puisse casser des clés privées, certaines clés privées sur Bitcoin. Et c'est là que beaucoup de gens se trompent. Ils imaginent que Bitcoin est figé. Mais en réalité, Bitcoin est conservateur, mais pas immobile. Le sujet du quantique est déjà pris très au sérieux dans la communauté Bitcoin. Aujourd'hui, plusieurs propositions existent, et parmi elles, deux visions très différentes émergent aujourd'hui. La première, c'est une approche progressive. Elle incarne notamment, dans une proposition, le BIP 360, aussi appelé le Pay to Merkle Route. L'idée est simple.
ajouter un nouveau type d'adresse qui serait conçu pour être résistant aux attaques quantiques. Éviter d'exposer les clés publiques trop tôt, qui est aujourd'hui l'un des points faibles potentiels sur Bitcoin. Et surtout, ça serait, avec cette approche, laisser le choix aux utilisateurs. On n'impose rien du tout, on laisse les utilisateurs complètement libres. On donne juste une option plus sécurisée et chaque utilisateur est libre de migrer ou pas sur cette solution proposée. C'est une évolution toute douce qui est compatible avec Bitcoin tel qu'il existe aujourd'hui. C'est une approche prudente, progressive, respectueuse de la philosophie du réseau. Et il existe aussi déjà à présent une autre vision, une autre proposition de solution qui est elle beaucoup plus radicale. Elle s'incarne dans une proposition comme le BIP 361, souvent décrite comme un plan de migration post-quantique. Cette approche considère que si la menace du quantique devenait réelle, véritablement dangereuse, rapidement, alors il ne suffira pas de proposer une simple alternative, comme avec le BIP précédent. Il faudra alors forcer la migration. Concrètement, il faudrait, avec cette proposition, interdire progressivement les nouvelles transactions vers les anciennes adresses qui n'auraient pas été mises à jour. Donc, désactiver complètement les anciennes signatures comme ECDSA ou même la signature de Schnorr. Et dans ce scénario, les bitcoins ne seraient pas migrés, ils pourraient tout simplement devenir inutilisables. Et là, on touche à quelque chose de fondamental, parce que Bitcoin repose sur une idée forte, l'inviolabilité des fonds. Et ce débat ne s'arrête pas à ces deux propositions. D'autres pistes sont déjà à l'étude. D'autres modèles de migration progressive, comme QRAMP, que je vous laisserai aller voir si ça vous intéresse, et d'autres types de signatures résistantes au quantique, qui sont basées sur des technologies de hash ou comme Sphinx Plus. Il existe tout un tas d'approches, pour faire très bref, tout un tas de visions différentes pour résoudre ce problème. Mais aujourd'hui, il faut être très clair. Rien de tout cela n'est encore déployé sur Bitcoin. Tout simplement parce que l'utilité n'est pas encore prouvée. Le quantique n'est pas encore une menace pour Bitcoin. À ce stade, ce sont que des propositions en vue de répondre à un potentiel problème futur. C'est de la recherche, c'est des tests, c'est des hypothèses. Et tout ça, c'est normal parce que Bitcoin évolue lentement et demande un consensus profond. C'est ici que la réflexion va dépasser le pur aspect technique. Dans la tradition musulmane, il existe une notion centrale, la notion de amana, de dépôt. Amana, c'est ce qui t'a été confié. C'est le dépôt sacré, c'est une responsabilité. Quelque chose dont on va devoir rendre des comptes à l'entrée dans la vie future. Et avec Bitcoin, cette notion devient extrêmement concrète parce que posséder du Bitcoin, c'est pas seulement posséder un actif, c'est détenir une clé, c'est être responsable de sa sécurité, c'est être souverain de ses possessions, de sa valeur, c'est assumer la garde de ses fonds sans aucun intermédiaire, sans aucun partenaire, c'est être purement responsable. Alors la question devient tout de suite plus profonde. Si une menace quantique apparaît, qui est responsable? Est-ce que c'est le protocole Bitcoin? Est-ce que c'est les développeurs bénévoles qui gravitent autour? Ou alors est-ce que c'est l'utilisateur lui-même? Avec une approche progressive comme la BIP 360, on respecte pleinement cette logique de Amana. On donne les outils et chacun va assumer ses responsabilités et décidera en son âme et conscience s'il veut basculer sur un autre type d'adresse. Mais avec une approche forcée, comme celle du BIP 361, la question devient plus complexe. Peut-on forcer quelqu'un à protéger ses fonds? Peut-on rendre inutilisable un dépôt, même pour le sécuriser? Jusqu'où peut-on aller sans trahir la responsabilité individuelle? Ce débat révèle une réalité essentielle. Le vrai défi n'est pas technique en vérité, car des solutions pour se protéger contre l'ordinateur quantique, comme vous l'avez vu, il y en a plein, et je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que la plupart d'entre nous, de toute façon, n'y comprennent rien. On doit juste savoir qu'il existe déjà plein de solutions qui sont à l'étude et qui seront proposées. Donc le débat n'est pas technique une fois de plus. Le débat, il est moral, il est philosophique, il est presque spirituel, j'ai envie de dire. D'un côté, on a une vision de responsabilité individuelle, de l'autre, une logique de protection collective. Et aucune de ces visions n'est simple, mais si on devait retenir une seule chose, ce serait celle-ci. Bitcoin, actuellement, n'est pas en train d'attendre passivement que le problème arrive. La communauté Bitcoin est déjà en train de réfléchir, pardon, elle anticipe et surtout elle le fait ouvertement. Vous pouvez suivre les débats sur le quantique sur Bitcoin Talk, le format de la communauté Bitcoin, le forum pardon de la communauté Bitcoin sur les réseaux sociaux. Il y a énormément de dialogues, de débats autour de cette question. Et donc le réseau Bitcoin s'y prépare. Et d'ailleurs, je me rends compte que je vous ai peut-être pas expliqué pour ceux qui ne le savent pas ce que c'est qu'un BIP.
un BIP. C'est Bitcoin Improvable Proposition, une proposition d'amélioration de Bitcoin. Chacun peut faire une proposition pour améliorer Bitcoin. N'importe qui. Si vous, un jour, vous avez potentiellement une idée qui pourrait améliorer le réseau de Bitcoin, rien ne vous empêche de la coder, de la proposer, de la soumettre à tout le reste du réseau. Votre proposition sera étudiée, revue, débattue, contestée et contre-argumentée. Et à la fin, si elle est vraiment bonne et si elle est jugée importante pour Bitcoin, eh bien, elle pourra être implémentée et ceux qui ont envie de l'implémenter sur le réseau seront libres de le faire ou non. C'est ça un BIP. Et donc on le voit, il y a énormément de BIP qui sont débattus, discutés actuellement pour se protéger contre le quantique. Donc la vraie question n'est pas est-ce que le quantique est une menace, mais la vraie question est plutôt quelle réponse apportera la communauté Bitcoin à cette menace. Et donc maintenant, j'aimerais finir par une question importante. Pourquoi parle-t-on autant de l'informatique quantique, mais uniquement pour Bitcoin? Parce que si vraiment l'informatique quantique vous fait si peur, si cette technologie devait devenir réellement dangereuse, alors elle ne va pas s'attaquer uniquement à Bitcoin. Elle s'attaquera aussi aux banques, aux États, aux systèmes de paiement, aux données, aux communications, aux systèmes d'identité numérique, par exemple. Tout ce qui repose sur la cryptographie actuelle. Quand on voit aujourd'hui le nombre de hacks records, de fuites de données qui vont toucher des institutions, des bases de données publiques et même des systèmes privés censés être hautement sécurisés, ça laisse quand même plein d'incertitudes. À l'heure où je fais cette émission, ce podcast, nous sommes en avril 2026. Et rien que depuis le début de l'année 2026, plus de 300 services ont été piratés en France. Des attaques qui ont conduit à la fuite d'environ 250 millions de données privées. C'est des chiffres énormes. Mais derrière ces chiffres, il y a des réalités très concrètes. On parle de données d'identité, avec notamment le hack de l'ANTS, l'Agence nationale des titres, qui a exposé les informations personnelles de millions de Français. On parle aussi de données médicales, comme avec le piratage de Cogedim Santé, touchant là encore des millions de personnes, et même des données sensibles liées à l'État, avec des attaques ayant visé le ministère de la Défense, incluant des documents, des plans d'infrastructure, des plans de prison et des informations en lien avec des bases militaires qui ont pu être volées. Et ça, c'est seulement quelques exemples. On pourrait alors légitimement se poser une question simple. Est-ce que le vrai problème vis-à-vis de la technologie quantique, c'est vraiment Bitcoin? Parce que si l'informatique quantique devient une menace réelle, alors les premières cibles ne seront probablement pas les systèmes les plus robustes, comme Bitcoin qui est le système en réseau le plus sécurisé au monde. Et là, un paradoxe apparaît à mes yeux. Bitcoin est ouvert, transparent, auditable, adaptable, alors que beaucoup de systèmes traditionnels sont fermés et surtout rigides. Si une faille apparaît, quel système sera capable de s'adapter le plus vite? C'est une vraie question, mais je comprends l'inquiétude vis-à-vis de l'informatique quantique quand il s'agit de Bitcoin. Mais après tout, on parle de la sécurité d'un réseau monétaire unique. Le réseau Bitcoin, c'est peut-être le réseau, l'actif le plus rare et le plus précieux au monde. Donc c'est normal de s'inquiéter de sa sécurité. Donc oui, c'est une question importante. Mais une autre question mérite d'être posée. Est-ce qu'on n'est pas quelque part injuste dans notre manière d'aborder ce sujet? Est-ce qu'on ne se focalise pas presque exclusivement sur Bitcoin en étant extrêmement exigeant sur sa sécurité, ce qui est bien, mais tout en étant beaucoup plus laxiste sur tout le reste? Parce que soyons honnêtes, je ne vois personne s'inquiéter vis-à-vis de l'ordinateur quantique sur les réseaux sociaux, de l'impact potentiel de l'informatique quantique sur leur compte en banque. Et pourtant, quand on regarde les faits, ces systèmes sont probablement bien plus exposés et en danger que Bitcoin. À titre personnel, c'est assez clair. Je m'inquiète beaucoup plus pour mon compte courant que pour mes Satoshi sécurisés sur ma clé privée vis-à-vis de la menace quantique. Mais surtout, je m'inquiète infiniment plus pour toutes les données qui me concernent à titre personnel et qui sont détenues sans mon contrôle par des tiers dans des bases de données publiques ou privées. Toutes les données sur mon permis de conduire, sur ma carte d'identité, sur ma carte vitale. Pour moi, c'est elles qui sont en premier lieu en danger. Des données stockées, centralisées et potentiellement très vulnérables. Et si un jour l'informatique quantique devient une réalité opérationnelle, ce sont peut-être pas les systèmes les plus robustes comme le Bitcoin qui tomberont en premier, mais bien sûr les plus fragiles. Et aujourd'hui, ces systèmes fragiles sont partout. Donc oui, l'informatique quantique, ce n'est pas un mythe. Ce n'est pas non plus une menace immédiate, mais c'est une réalité en construction, à laquelle il faut se préparer, avec un potentiel immense et donc des risques très sérieux. Pour Bitcoin, oui, le danger existe, mais il est futur, il est conditionnel, et surtout, ce danger est anticipé. Il est prévu, il est en cours de préparation pour s'en défendre. Et donc, au-delà de la technique, Bitcoin nous ramène à une réalité plus profonde. La richesse, ce n'est pas seulement une possession, c'est une responsabilité, une amana.
Et peut-être que le vrai enjeu, ce n'est pas de comprendre ce que signifie, ce n'est pas seulement de protéger un protocole, mais plutôt de comprendre ce que signifie réellement détenir, protéger et assumer ce qui nous a été confié. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast Muslim Bitcoin et j'espère qu'il vous aura éclairé sur cette menace que peut représenter l'ordinateur quantique. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Inch'Allah. Assalamu alaikum.